retrouvons dans le cadre du projet Erasmus, IDEC PBL, un projet qui vise à mobiliser les outils de digitalisation et en particulier les serious games, donc les jeux sérieux, comme élément d'apprentissage actif dans la formation des étudiants et dans le domaine de la coopération internationale et du développement international. C'est un projet qui implique des universités européennes, dont l'IAE Lyon, école universitaire de management au sein de l'université Jean Moulin Lyon 3, et également la Fondation pour l'Afrique. Ce projet s'achève après 2 années de travail. Il nous semblait important de bien préciser ce contexte africain à l'aide de vos travaux, de vos publications, de vos éclairages, afin de mieux préparer à l'entrée dans le jeu, le Serious Game proposé. Donc, Monsieur Mohamed Amara, vous êtes chercheur au Centre Max Weber de Lyon, qui est un laboratoire de sociologie du CNRS, et vous êtes professeur à l'Université de Bamako, également auteur de plusieurs ouvrages sur le Mali, et vous êtes également éditorialiste dans différents organes de presse africains. Merci de votre présence. Monsieur Yves-Frédéric Livian, vous êtes professeur émérite à l'IAE Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3, et vous avez assuré ces dernières années de nombreux enseignements en Afrique. Vous avez publié plusieurs articles, plusieurs ouvrages sur le management et la recherche en sciences de gestion appliquées à l'Afrique. Alors, je citerai en particulier votre récent article dans la Revue française de gestion, Décoloniser le management, oui, mais comment? Merci de votre présence. Et justement, par rapport à toutes ces représentations de l'Afrique, tous ces discours sur l'Afrique, je souhaiterais commencer par vous demander de quelle Afrique parlons-nous? Y a-t-il des diversités? Est-ce que c'est une seule entité? De quelle Afrique parlons-nous? Merci Catherine pour votre question. Vous savez, l'Afrique, pour commencer déjà, c'est un continent, donc avec plusieurs pays, avec plusieurs langues, avec plusieurs régimes, ce qui en dit long à la fois sur sa diversité et sa complexité. En termes de peuple, d'autres parleraient d'ethnie, c'est pas un terme que j'utilise, mais aussi en termes de régime. Il y a des régimes politiques, démocratiques, il y a des régimes militaires. Et c'est ça, cette Afrique-là. Cette Afrique aussi qui vient de la colonisation, à la fois britannique et française, ou on va dire occidentale, qui a aussi été l'Afrique de la traite, l'Afrique de l'esclavage, mais aussi c'est une Afrique qui a préexisté à tout ça, ce qu'on a appelé aussi l'Afrique précoloniale, l'Afrique des empires, l'Afrique des royaumes. C'est tout ça aujourd'hui, en termes d'héritage, que représente l'Afrique dont il est question, cette Afrique qui est une Afrique beaucoup plus jeune, où plus de la moitié de la population est jeune. Yves reviendra sur ces questions. C'est aussi une Afrique où l'espérance de vie pour les femmes est plus importante que pour les hommes. C'est aussi une Afrique qui est confrontée à d'énormes conflits, des conflits de ressources, des conflits de pouvoir, donc d'instabilité sur le contexte actuel de l'Afrique, donc avec ses différents pays. Donc, si nous nous centrons sur l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique subsaharienne, qui est notre propos, nous ne parlerons pas de l'Afrique du Nord, de l'Afrique du Sud et de l'Est. Quels éléments de contexte vous paraissent particulièrement importants à prendre en considération, Yves-Frédéric Livian? Bon, il y en a plusieurs. On va commencer par la jeunesse. C'est un continent jeune. En Afrique subsaharienne, 70% de la population a moins de 30 ans. Donc, quand on vient d'Europe, c'est frappant. Ça donne une idée tout à fait différente. On a des gens qui sont optimistes, qui envisagent l'avenir forcément du fait de leur âge, même si cette jeunesse crée des problèmes au sens de, bien sûr, c'est une jeunesse à éduquer, à former, ce qui n'est pas facile. Un autre élément important du contexte, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'Afrique, c'est la précarité des ressources. Il ne faut pas que, quand on vient d'Europe, on s'attende à ce qu'on ait tous les équipements les plus modernes. Il y a, la moitié des Africains n'ont pas d'électricité. Donc, il y a un certain nombre de technologies qui peuvent manquer.
Si vous avez un accident, vous n'avez pas forcément d'assurance, etc. Donc, il y a une certaine précarité, il y a par rapport aux habitudes qu'un Européen peut avoir, il y a moins de filets de sécurité et donc, du coup, beaucoup plus de système D, de débrouillardise, du fait qu'il manque des choses. Il manque de l'argent, il manque des équipements, il manque des tas de choses et ça, c'est tout à fait frappant quand on vient d'Europe. Et puis, le troisième élément aussi qui est très important, c'est l'importance de l'activité informelle. L'économie est principalement une économie informelle. 80% à peu près des emplois dans la plupart des économies d'Afrique de l'Ouest sont des emplois informels. C'est-à-dire que des gens qui font du commerce, qui sont chauffeurs de taxi, qui vendent des choses, etc., et qui n'ont pas déposé des statuts, qui ne suivent pas des règles officielles, des codes du commerce ou des codes du travail tels qu'on les connaît en Europe. Et c'est à la fois une difficulté, puisque ce sont souvent des activités économiques fragiles. En même temps, c'est des activités très réactives, puisqu'elles peuvent adopter tout de suite. Bon, on utilise beaucoup le téléphone, etc. Bon, on est très débrouillard. Donc, c'est ce qui fait la difficulté des instruments de gestion ou des méthodes de gestion que nous, Européens, voulons enseigner dans ces pays, c'est que, bon, on est face à des activités qui sont en grande partie informelles et donc tous les outils et toutes les méthodes qu'on a en tête ne s'appliquent pas forcément. Voilà quelques éléments importants. Mais il y en a d'autres. Vous souhaitez compléter? Oui, je complète et je m'associe fondamentalement à ce que Yves vient de dire. J'ajoute juste l'importance des réseaux de solidarité dans cette Afrique et qui fait que encore l'Afrique tient au-delà de toutes ces crises qui sont liées à l'évolution, à des dynamiques locales. Et un dernier point, pour aller dans le même sens que Yves, c'est aussi aujourd'hui l'intervention numérique dans la gouvernance africaine. Aujourd'hui, de plus en plus, partout, il y a eu une démocratisation de l'accès au téléphone, de l'accès à Internet, au point qu'il y a autant d'habitants que de téléphones portables. Et ça a des implications sur les réseaux de résistance par rapport à la mauvaise gestion des États ou par rapport à des groupes qui veulent coûte que coûte imposer leur volonté au reste de la population. Et justement, en préparant cette interview, nous parlions du soft power. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Idée qui semble nous éloigner d'une vision un peu misérabiliste. Oui, alors ça c'est un point peut-être très, très important qu'il faut que les Européens, enfin surtout les jeunes qui arriveraient en Afrique, c'est que l'Afrique, bien sûr, est un pays, est un continent qui a de nombreux problèmes, on y reviendra, mais c'est aussi un pays très créatif sur le plan artistique. Et c'est très frappant, il y a du théâtre, il y a de la sculpture, il y a de la peinture, il y a de la danse, il y a du cinéma, hein. Je rappelle que le Nigeria est le deuxième producteur mondial de films. Donc, il y a un Hollywood comme il y a un Bollywood ou un Hollywood. Et puis, il y a la musique, hein. Donc, voilà, tout ça fait que l'Afrique dispose de ressources culturelles très importantes qui, d'ailleurs, s'exportent assez bien au cours des dernières années et qu'il faut prendre en compte comme quand même une des formes de vitalité du continent. Oui, justement, Yves-Frédéric Livian, vous parlez dans l'un de vos ouvrages de l'introuvable management africain. Pourquoi? Oui, c'est un article qui est devenu un chapitre dans un ouvrage que j'ai écrit avec un collègue de l'Université de Kinshasa pour répondre un peu à l'idée toute faite qu'on peut avoir sur des principes sociaux, culturels de l'Afrique. Il y aurait un essentialisme africain qui ferait que le management africain serait comme ceci ou comme cela, alors que ce qu'on rencontre concrètement, c'est une très grande diversité.
Et donc, notre idée, en disant management africain introuvable, c'était plutôt de dire, ça dépend des secteurs, ça dépend des domaines. Il y a le secteur informel, il y a les grandes bureaucraties publiques qui ont adopté les défauts bureaucratiques des puissances coloniales. Il y a des grandes entreprises africaines qui marchent très bien. Il y a des banques, il y a des multinationales européennes qui importent en Afrique leurs méthodes. Donc, tout ça fait que on est plutôt face à une diversité et à une hybridité. On avait utilisé le mot de d'hybridité plutôt que de considérer que le management africain aurait un portrait type auquel il faudrait adhérer ou auquel il faudrait s'habituer quand on débarque en Afrique. Donc, c'est plutôt l'idée d'une segmentation et d'une diversité très grande, auquel d'ailleurs, du coup, le visiteur ou celui qui vient en Afrique doit s'habituer. Et précisément pour un jeune voulant travailler en Afrique, quelles attitudes lui conseillez-vous d'adopter? Ce seraient des attitudes très anthropologiques. Par définition, en anthropologie, quand vous faites un travail, quand vous faites du terrain, par définition, vous vous mettez dans la peau de l'autre. Pour dire les choses autrement, c'est de regarder ce qui fait sens culturellement. Culturellement au sens des manières de penser et de vivre localement. Mieux les approprier, mieux les comprendre, mieux les intégrer pour enfin euh, proposer quelque chose qui permettrait d'équilibrer les relations entre Europe et Afrique, ou entre Français et Nigériens et Burkinabés et j'en passe. Donc ce sont ces rapports qui sont des rapports d'égal à égal pour moi dans la coopération qu'il est important à mettre en avant au-delà de la connaissance déjà acquise. Pourquoi? Parce que la plus-value de cette attitude, de cette façon de faire, de fonctionner, de ce que j'appelle l'agir ensemble, si vous voulez, sa plus-value, c'est de considérer l'autre. On parle d'altérité chez certains. Oui. Voilà, l'autre, le prendre dans sa plénitude, dans sa globalité, pour lui faire une place. On est de plus en plus dans des sociétés africaines où il est important, en plus de l'histoire coloniale, de tout ce passé colonial qui ne passe pas pour certains, l'importance d'être pris au sérieux, d'être pris en compte. Et je pense que les relations professionnelles devraient un moment prendre en compte ces rapports équilibrés entre le Nord et le Sud. Ça suppose peut-être de l'humilité, de l'écoute. Il faudra de l'écoute, il faudra de l'humilité, de la modestie, et surtout, il faut une espèce de solidarité. La solidarité ne veut pas dire venir seulement en aide, c'est aussi prendre en compte l'autre dans sa différence. L'empathie. L'empathie, c'est vraiment prendre l'autre dans sa différence, dans ce qu'il est, pour engager un travail ensemble, pour engager une coopération. Et si ce jeune, imaginons qu'il soit là face à vous, alors un jeune ou une jeune d'Europe qui ne connaît rien à l'Afrique, qui n'a pas de racines africaines, se trouvait en face de vous parce qu'il souhaite aller à la découverte de ce continent pour y développer un projet qui lui tient à cœur, que souhaiteriez-vous lui dire en une phrase ou 2, 3 mots-clés, 4? En une phrase, moi je dirais, jetez-vous à l'eau. La première fois quand on vous apprend à nager, on dit jetez-vous à l'eau. Jetez-vous à l'eau. Il ne s'agit pas de renier ce qu'on était, mais plutôt de s'approprier les façons de faire, de manger, de danser, de boire, de faire du cinéma. Yves l'avait dit tout à l'heure sur l'art. Et c'est ça aussi qui permet de construire une société ensemble. Pour la jeunesse, c'est vraiment important. Au-delà de la culture universitaire ou éducative, c'est important de voir qu'est-ce qui fait sens pour l'autre. C'est en tenant compte de cette différence, je pense très fondamentalement que on peut travailler ensemble. Moi, quand je suis venu en France, c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Ça s'appelle tout simplement l'apprentissage. On apprend à être, mais en tenant compte de ce qui fait l'identité. Entre guillemets, j'aime pas trop le terme d'identité, mais ce qui fait l'humanité de l'autre. Yves Oui, Clivian? moi je dirais qu'il oublie un peu le pessimisme ambiant que l'on cultive en Europe, qu'il apprenne à sourire comme savent sourire les Africains, et qui souvent voient des solutions alors que nous on voit surtout les problèmes.
Donc, il a à apprendre l'optimisme et il va devenir plus optimiste et je crois que ça va changer fréquenter l'Afrique, c'est aussi, pour un Européen, changer. Et donc, c'est un voyage ou c'est un séjour qui ne laissera jamais indifférent. Et je suis toujours frappé, moi, par le fait que des gens qui ont travaillé ou séjourné en Afrique en restent marqués pour longtemps. Et en général de manière très positive. Donc, c'est surtout ça qu'on va souhaiter aux jeunes en question. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous.